bienvenue, heureuse de vous retrouver pour Ça vous regarde en direct. Au sommaire ce soir, 5 ans après, quel est le bilan de la grande cause du quinquennat? Beaucoup a été fait contre les violences faites aux femmes, mais le nombre de féminicides chaque année ne baisse pas. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Comment aller plus loin? Jean Castex a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures pour protéger les victimes. On en parle dans un instant en cette journée mondiale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et ce bilan, on va le dresser avec notre grand témoin ce soir. La loi de 2018 contre ces violences porte son nom. On évoquera aussi avec elle la tragédie au large de Calais, la mort de 27 migrants naufragés dans la Manche hier. Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, est avec nous ce soir. Enfin, ce seront nos affranchis pour leur parti pris. Ce soir, Thomas Legrand va revenir sur la crise aux Antilles, des vaccins sans ARN messagers pour les soignants. Est-ce la solution? Fatia Boujalat, quand les frères musulmans s'attaquent à notre pays. Et l'ami suisse Richard Verly va nous parler du déplacement d'Éric Zemmour à Genève. Voilà pour le menu de CVR ce soir. C'est parti. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Ravie de vous accueillir, ministre déléguée à la citoyenneté. Beaucoup de sujets à évoquer dans l'actualité avec vous. Cette tragédie à Calais, bien sûr. Tout à l'heure, on en parlera. La Guadeloupe aussi, toujours en proie aux violences. Et puis les femmes étrangères, en première ligne dans cette crise sanitaire. Où on en est des demandes de naturalisation de leur dossier. Mais impossible de ne pas commencer en cette journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes par elle. Nous sommes des répondantes du 3919, des soignants, des magistrats et des avocats, des gendarmes, des policiers et des associations. Face aux violences faites aux femmes, nous ne laissons rien passer. Nous sommes tous mobilisés contre les violences. Voilà, nouveau clip du gouvernement en cette journée anniversaire pour montrer que ces femmes ne sont pas seules. Est-ce vraiment le cas? On va faire le bilan avec vous, mesdames, 5 ans après cette grande cause du quinquennat. Bonsoir, Raphaël Rémy-Leleu, bienvenue. Bonsoir. Conseillère de Paris, Europe Écologie Les Verts, porte-parole ELV pour l'Île-de-France. Vous avez vous-même été victime de violences de la part de votre conjoint. Bonsoir Céline Pic. Bonsoir. Ravie de vous accueillir, porte-parole d'Oser le féminisme. Je vous donne la parole dans un tout petit instant. Mais d'abord, les chiffres, le contexte, les annonces du jour. Si j'ai bien compris, on accueille Stéphane pour son billet. Stéphane Blakowski. Attention, Stéphane. Il n'est pas grand ce studio, c'est pas quand évident. Un chroniqueur se blesse. Quelle arrivée. S'il vous plaît. C'est à vous. Vous avez un peu la pression, vous êtes le seul homme de ce plateau. Si j'ai bien compris Merci ce de soir. m'accueillir. Bonsoir à toutes. De l'utilité des quotas, vous voyez. Ben voilà, les quotas sont inversés. Alors, si j'ai bien compris, j'espère que je dis pas de bêtises, on est le 25 novembre 2021. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Eh ben, ça veut dire qu'il y a 4 ans, jour pour jour, le président, qui était tout juste élu, a fait un discours pour annoncer quelle serait la grande cause qu'il allait défendre pendant tout son quinquennat. On l'écoute. Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes. Alors on est 4 ans après, petit bilan, c'est l'heure. Alors, bon, bien sûr, il n'a pas réussi à éliminer complètement les violences faites aux femmes, mais la lutte continue. D'ailleurs, le gouvernement est plutôt assez fier du bilan qu'il peut afficher à ce stade. D'ailleurs, il a publié un petit dossier de presse, assez bien fait, regardez. On peut jeter un œil, voyez. Ah oui. Ouh là là, il y a beaucoup de chiffres. Ah oui, il y a beaucoup de chiffres, mais c'est comme ça aujourd'hui. On évalue l'action politique avec des chiffres. Donc voilà des chiffres. Je vais quand même en choisir 3. Hein. Donc le premier chiffre, ce sera 4. 4, parce qu'on est à l'Assemblée. Donc 4 lois ont déjà été votées depuis le début du quinquennat pour protéger les femmes victimes de violences. Mon deuxième chiffre, c'est 60. 60, c'est 60% d'hébergement en plus pour que les femmes victimes de violences puissent vivre à l'abri de leur conjoint. Et puis un dernier chiffre, 88 286, si je me souviens bien, c'est ça. Et ça, c'est le nombre de gendarmes et de policiers qui ont été formés pour
mieux accueillir la parole des victimes et puis mieux enregistrer les plaintes. Le résultat, c'est que début septembre, Jean Castex était assez fier d'annoncer que 75% des mesures qui avaient été décidées pendant le Grenelle contre la violence sur les femmes avaient été déjà mises en œuvre. Donc, bilan aux 3/4 positif pour le gouvernement. Alors ça, c'est le comité de suivi du Grenelle qui dit ça, 75% des mesures mises en œuvre, donc ça fait 15 sur 20, mention bien, donc il y a peut-être quoi être satisfait pour le gouvernement, d'autant que Le Monde publie un article aujourd'hui qui n'est pas toujours tendre avec le gouvernement, et en interrogeant des associations, on se rend compte qu'elles ne sont évidemment pas totalement satisfaites, mais qu'elles soulignent qu'il y a eu des avancées réelles. Et attention Myriam, le quinquennat n'est pas fini. Donc il y a encore quelques mois pour prendre des mesures. Jean Castex en a annoncé aujourd'hui. Plus d'hébergements à nouveau pour accueillir les femmes victimes de violences. Plus de téléphones grave danger quand on doit appeler la police d'extrême urgence. Et puis aussi, pour essayer de changer les esprits, une semaine de sensibilisation au mois de mars prochain dans les écoles. Donc ça commence par l'école si on veut changer les mentalités. Alors vous savez que les mentalités ont déjà changé depuis le début du quinquennat. Regardez, il y a un sondage qui est apparu sur le sujet et on voit que le féminisme a progressé dans la société française. Il y a... Alors, on ne voit pas les chiffres, mais je vais vous les donner. Ils vont arriver, voilà. Il y a donc 14% de féministes en plus qui se déclarent féministes chez les femmes, 19% en plus chez les hommes. Alors, le paradoxe peut-être de cette progression du féminisme, c'est que du coup, les Français deviennent plus exigeants. Et quand on leur demande, mais est-ce que le gouvernement en fait assez ? Alors, ils disent, oui, 58%, la lutte contre les violences faites aux femmes doit être une cause prioritaire, mais quand on leur demande, est-ce que c'est vraiment prioritaire ? Là, il n'y en a plus que 24%. Qui sont d'accord pour le dire. Alors, est-ce que le gouvernement en fait assez ? Est-ce qu'il n'en fait pas assez ? On est là pour en débattre. Merci beaucoup pour ce rappel. Merci Stéphane. Je vais commencer par vous, Marlène Schiappa. C'est vrai qu'on est plus exigeant parce que, pour plein de raisons, la prise de conscience est là, il y a eu MeToo, mais pas seulement. Il y a de nombreux textes législatifs. Et puis, il y a ce chiffre qui nous rend très exigeants. 103 féminicides commis depuis le début de l'année. Ça veut dire que c'est autant que l'année dernière à la même période. Pourquoi on n'arrive pas à le faire baisser, ce chiffre-là ? Mais d'abord, je veux dire que les Français et les Françaises singulièrement ont évidemment raison d'être exigeantes et d'être impatientes. Et pour répondre à la question qui nous était posée à l'instant, est-ce qu'on en fait assez ? On n'en fait jamais assez. Il faut toujours en faire plus, et notamment pour mettre en œuvre ces mesures. Vous l'avez rappelé, on a fait voter 4 lois en 4 ans. 4 lois, ça veut dire plus de droits. Il y a aujourd'hui plus de droits pour les femmes qu'il n'y en avait avant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Maintenant, tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ces nouveaux droits, eh bien, on puisse s'en saisir et qu'ils arrivent sur le terrain. Donc on a les outils, mais ils ne sont pas appliqués encore, c'est ça ? On a les outils, on a les formations, il y a des progrès, mais moi je dis que ce n'est pas une révolution, c'est une transition féministe qu'on est en train de vivre. Vous savez, les violences conjugales, les anthropologues nous disent qu'elles existent depuis l'Antiquité. En France, depuis seulement 2017, c'est une priorité politique. On a montré le discours du président de la République. Certains diront c'est un discours, ce sont des mesures, ce sont des lois, ce n'est pas ça qui va tout changer. Certes, mais avant lui, il n'y avait pas de président de la République qui en avait fait un sujet politique prioritaire. Mais en même temps, les chiffres, ils sont raides quand on les regarde. On a parlé des féminicides. Sur les violences sexuelles, 94 000 viols chaque année. Un viol ou une tentative de viol toutes les 7 minutes. Si on ajoute les agressions sexuelles, évidemment, c'est plus large. Évidemment. 220 000 agressions chaque année. Ces chiffres, pardon... Est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? Surtout 5 ans après. Moi, certainement pas. Ces chiffres, c'est ça qui m'a amenée à devenir féministe depuis l'âge de 15 ans et à être présidente d'association pendant 10 ans, être élue locale, experte et ensuite secrétaire d'État puis ministre délégué pour défendre ce sujet. C'est parce que je suis révoltée de voir ce qu'on appelle des statistiques et de me dire qu'une femme qui sort dans la rue, on va lui dire qu'elle prend un risque, de savoir qu'il y a des femmes qui, quand elles rentrent chez elles, ne sont pas en sécurité. Donc évidemment qu'on ne se satisfait pas de ces chiffres et c'est le sens de l'action qu'on mène au gouvernement mais qu'on fait mener en première ligne. Et c'est pourquoi on a voulu faire ce clip en hommage à ces associations, à ces forces de l'ordre, à ces magistrats, ces policiers, ces gendarmes, ces assistantes sociales. Une politique publique que vous voulez mettre un petit peu en œuvre aussi avec tous ces Oui, parce que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais ne peut pas tout seul. On va entrer dans le détail, Céline Pic. Le nombre de plaintes a augmenté de 20% en 2020. On n'a pas les chiffres encore du ministère de 2021, c'est la fin de l'année, on va les avoir après. Est-ce que pour vous, c'est le signe, au fond, que les femmes, elles osent ouvrir la porte du commissariat, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, plus qu'avant, ou que de manière générale, les violences, elles augmentent inexorablement? Ce qui est sûr, c'est que depuis le déclenchement de MeToo, qui est depuis 2017, il y a eu effectivement une bataille culturelle qui a été gagnée. Par exemple, le terme féminicide a été intégré dans l'analyse des violences conjugales et du caractère systémique de ces violences. Simplement par rapport aux chiffres, les chiffres de victimologie ne baissent pas, les chiffres de plaintes augmentent, parce que les femmes parlent davantage, parce qu'on les incite à davantage, on les écoute peut-être aussi davantage depuis MeToo. Par contre, sur la qualité des
des accueils dans le commissariat. J'aimerais juste rappeler, par exemple, le mouvement double peine, le hashtag double peine, avec un certain nombre de récits qui sont... Le hashtag qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui raconte donc... Qui raconte simplement l'accueil désastreux dans certains commissariats. Et donc, nous, ce qu'on demande depuis le début du quinquennat, c'est une formation systématique de l'ensemble des policiers en formation initiale et en formation continue. Et on a toujours un même modèle qui est le modèle de l'Espagne. Et je sais que je me répète depuis 4 ans que je suis porte-parole d'Oser le féminisme, mais on a besoin d'une formation systématique de l'ensemble des policiers. Il y a beaucoup de choses. Et là, donc le 88 000, parce que le chiffre était cité, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour que l'état d'esprit change et qu'il y ait des référents. On va revenir dans le détail. Voilà. Vous avez dit beaucoup de choses. Je voulais avoir un peu votre état d'esprit en tant qu'association sur, au fond, le changement de mentalité, la prise de conscience et les nouveaux outils. Le déploiement est insuffisant. Alors, je vais me tourner d'abord vers, j'ai envie de dire la victime. J'aime pas ce mot, moi, personnellement, mais... Quoi ? Parce que c'est toujours difficile. J'aimerais quand même que vous nous disiez, parce que c'est intéressant de comprendre, quand on a traversé ça, à quoi on s'est heurté. Vous avez été victime de violences de la part de votre ex-conjoint, Raphaël Rémy Leleu. Racontez-nous à quel point, et racontez-nous au fond ce qui a été le plus dur pour, au fond, trouver secours. Qu'est-ce qui a été un mur pour vous en sortir, pour qu'on comprenne ce qu'il faut changer, améliorer? Déjà, je tiens à dire, parce que c'est un discours qui revient souvent, malheureusement, ce que vous venez de dire, et je comprends l'intention, mais cette problématique avec le mot victime, comme si finalement c'était le fait d'être victime qui était un problème, et non pas le fait qu'il... C'est pas ce que j'ai dit. Je sais bien, mais en fait, il y a un poids, une charge symbolique sur le fait d'être victime. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on entende plus la parole des victimes et des survivantes dans le débat public. Et c'est pour ça aussi que j'accepte de témoigner de mon histoire. Sans rentrer dans les détails les plus durs, j'ai donc été victime de violences conjugales sur une période de temps assez restreinte, heureusement. En 2019. En 2019, puisque j'ai réussi à m'en sortir assez vite, même si c'est toujours trop peu vite. Ce qui a été difficile et ce qui est encore difficile aujourd'hui, c'est l'absence de cohésion de l'accompagnement, l'absence de cohésion dans l'accueil en commissariat, l'absence de statut reconnu de victime, le fait que vous n'avez pas droit à d'aide spécifique sauf si vous êtes dans la pire des situations de précarité, et ça je respecte et heureusement que ça existe, mais on ne vous aide pas, on ne vous considère pas en tant que tel. Et on ne vous aide pas à vous reconstruire? Non, très peu, parce que finalement, vous arrivez en commissariat, et j'ai eu la chance la première fois d'être extrêmement bien accueillie, pour le coup, dans un commissariat où il y avait une cellule spéciale formée à ces questions-là. Et c'était aux alentours du 14 juillet. Et 2 jours après, il a fallu reporter plainte puisque mon ex-compagnon avait été relâché sans que j'en sois prévenue. Donc en fait, je suis repassée... Ça a été très compliqué à vivre pour vous. Ça a été très compliqué à vivre puisqu'en fait, à un moment, je suis repassée dans l'appartement pour aller chercher des papiers, des affaires, mon chat. Un moment où en fait, lui était libre. Et ça, c'est un féminicide qui aurait pu avoir lieu. Et je n'ai jamais été prévenue par les forces de l'ordre qu'il avait été relâché. Ensuite, je me suis réfugiée chez une amie, en l'occurrence, où il est allé sonner et taper à la porte à 1h du matin. Là encore, j'ai eu une réponse très rapide des policiers, heureusement, mais qui ne pouvaient rien faire, qui ne pouvaient pas le mettre en garde à vue directe, parce qu'il n'y avait pas de transmission du dossier. Du coup, le lendemain, j'ai dû retourner porter plainte. Et là, j'ai été accueillie par une policière qui m'a dit elle-même n'avoir jamais été formée au recueil de la plainte des victimes, ne l'avoir jamais fait, et que sa spécialité, c'était les douanes. Mmh. Et donc là, on est plusieurs années après. Le procès a été extrêmement long. Il y a très peu d'accompagnement. Combien de temps ? Ça a duré 1 an et demi. Je n'ai jamais été rappelée par les psychologues ou les assistantes sociales dont on voit les numéros affichés dans les commissariats, mais parce que je pense que les moyens sont trop faibles et qu'avec toute la bonne volonté du monde, elles n'ont pas eu le temps de me rappeler. Et aujourd'hui, par exemple, je n'ai toujours pas touché les indemnités de victimes auxquelles j'ai droit pour la dette, pour les soins médicaux. Alors là, on touche vraiment à la question, au fond, de l'autorité publique
à laquelle vous vous adressez. Donc il y a évidemment le commissariat, il y a aussi la question du juge. Je vais vous montrer un extrait d'un documentaire, Réparer les vivantes. C'est réalisé par Florie Martin, produit par Mélissa Thuriot pour LCP. Il a été diffusé hier soir, mais vous pouvez le revoir sur la chaîne YouTube de la chaîne LCP ou bien sur lcp.fr. C'est exactement cette question de la formation. On est justement avec une formatrice de la police nationale en plein enseignement. Regardez. Je rajouterai une autre chose, il faut que vous preniez conscience que pour moi une victime c'est quelqu'un qui rentre la première fois au commissariat, c'est-à-dire c'est pas un monde où on est habitué à rentrer. En fait ce qu'elles vont vous déclarer vous paraîtra pas très clair, mais parce qu'elle est stressée. Il faut vraiment que vous considériez que la victime elle est complètement terrorisée de devoir venir vous voir. À un moment il faut que nous aussi policiers on soit capables de regarder nos travers en face et nos failles et dire, alors je vous le dis pas pour vous, je dis pour moi, parce que vous venez d'arriver donc vous ne tomberez pas dans ces travers-là. On a, pendant très longtemps, mis en doute la parole des victimes. Quand la victime, elle arrive, ne vous faites pas des nœuds au cerveau en disant « Oui, mais là, elle dit que depuis 10 ans, mais là, elle a pas. Elle dit qu'il l'a giflé, elle n'a pas de trace, elle n'a pas... » Oh, stop. La victime, on le verra tout à l'heure, elle arrive, elle vous déclare un truc, vous la croyez. L'enquête dira. Ce que j'entends de Fabienne aujourd'hui, qui a une parole sans tabou, pour moi c'est très très important parce que vous êtes une autorité et nous on est des acteurs de cet écosystème et je trouve que cette franchise qu'elle a de vous dire les choses, elle nous apprend aussi beaucoup. Je vous encourage à venir demander des stages chez nous. Vous allez voir l'envers du décor, comme moi j'ai plaisir à venir ici parmi vous. C'est important de se connaître pour savoir que la mécanique elle est pas si différente en fait. Marlène Schiappa, on est vraiment face à une formatrice exceptionnelle. Oui. Là. Elle a fait partie des pionnières, je vous le disais en antenne, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Voilà, et elle a fait partie vraiment de ces commissaires et de ces policières et policiers qui étaient pionniers et avant que ce soit un sujet prioritaire et dont on parle, qui ont commencé à faire ces formations voilà, avec beaucoup de volonté et d'énergie. 90 000 policiers et gendarmes formés à ce jour. C'est un chiffre important. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a arrêté de mettre en doute la parole des femmes dans les commissariats, de les culpabiliser? Je vous réponds très clairement, c'est pas suffisant dans la mesure où tant qu'on aura des témoignages comme Double Peine qui ont été évoqués ou comme celui qui a été évoqué, qui est très poignant à l'instant, évidemment ce sera pas suffisant. Moi je veux qu'on arrive à 100%. On n'est pas à 100%. On est à 100% des policiers et des gendarmes formés en formation initiale. Donc les jeunes, ceux qui sortent de l'école, ils ont maintenant jusqu'à 120 heures pour apprendre le droit, mais pour apprendre aussi le comportement. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas à une femme qui a vécu des violences sexistes et sexuelles. Et en plus de cela, le chiffre qu'on a partagé, qui est maintenant un petit peu plus haut, on est un petit peu au-dessus de 90 000, ce sont les policiers et les gendarmes formés en formation continue. Alors il y a des formations comme celle qu'on vient de voir, il y a aussi des formations comme celle que j'ai pu lancer hier à Rosny, à l'école de police judiciaire avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Ce sont des formations dans lesquelles intervient Ernestine Ronnet, que chacune connaît autour de cette table, qui sensibilise justement à ces mécanismes. On avait aussi une association sur la situation particulière des femmes en situation de handicap, une association sur les couples LGBT+, en rappelant que c'est pas parce que c'est un couple de même sexe qu'il ne peut pas y avoir de violence. Et on déconstruit avec eux un par un les mythes sur la situation des femmes qui vivent des violences, que ce soit des violences conjugales, des violences sexistes et sexuelles. Donc on fait tout pour que les policiers et les gendarmes soient formés. On est à près de 50% aujourd'hui, donc c'est pas suffisant. C'est mieux que quand il y en avait 0 qui étaient formés, évidemment, mais il faut qu'on amplifie bien sûr cette formation et c'est ce qu'on fait. Raphaël Rémy-Leleu. Oui, moi j'ai 2 témoignages que j'aimerais vous partager et que j'ai partagé avec le préfet de police de Paris la semaine dernière. L'hiver 2020, donc l'hiver dernier, j'assiste à un refus de plainte dans un commissariat d'une femme qui reste à l'extérieur et en fait on lui dit qu'il est impossible de prendre sa plainte parce qu'il serait trop compliqué de faire venir un interprète. Hiver 2020 également, j'assiste à la direction de la police judiciaire de Paris à un dépôt de plainte pour viol et on demande à la victime ce qu'elle portait comme vêtements. C'est contradictoire avec toutes les directives qui sont données, y compris ses sous-vêtements et la couleur de ces sous-vêtements. Donc moi, j'ai une question pour vous, Madame la Ministre. En fait, il existe une étude en Île-de-France, à Paris, sur l'accueil dans la gendarmerie et dans les commissariats. Cette étude a été commanditée en 2018 auprès du Centre Hubertine Auclair, en lien avec la préfecture de police. Elle a été réalisée, remise en 2019 au préfet de police Didier Lallemand qui venait d'arriver, et jamais publiée. Suite au mouvement Double Peine, suite à tout ce qu'on entend, suite aux efforts que vous nous dites faire pour le meilleur accueil dans les commissariats. Vous pensez qu'elle était mauvaise par rapport à... Pourquoi cet ordre très simple de publier l'étude du Centre Hubertine Auclair sur l'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats?
Pourquoi cet ordre de publier l'étude n'a jamais été donné de la part de votre ministère ? Sincèrement, j'étais pas au ministère de l'Intérieur au moment où cette étude a été remise. Je sais pas, mais je peux me renseigner si vous le souhaitez. Moi, ce qui m'importe, c'est que justement les ordres, comme vous dites, soient donnés pour que les plaintes soient bien prises. Le refus de plainte que vous évoquez, c'est non seulement pas possible, mais c'est en plus illégal. En vertu du code pénal, on ne peut pas refuser de prendre une plainte. Et c'est pour ça qu'on a adressé une circulaire avec le ministre de l'Intérieur à tous les préfets, toutes les forces de l'ordre, qui est très simple, qui dit que 100% des plaintes doivent être prises, aucune plainte refusée et pas de main courante pour les violences conjugales. Ensuite, que 100% des plaintes doivent être bien qualifiées. C'est pour ça qu'avec le Grenelle des violences conjugales et avec des associations, on a fait les grilles d'évaluation du danger qui permettent de passer en revue les violences physiques, mais aussi les violences sexuelles, y compris les viols conjugaux, les violences économiques, l'emprise, parce qu'on a fait rentrer l'emprise dans le code pénal. On demandait qu'est-ce qu'a fait ce quinquennat, etc. Le droit des femmes, c'est important. La loi, c'est important. L'emprise, maintenant, elle est dans le code pénal. Et ça veut dire qu'elle peut être caractérisée et condamnée. Et troisième chose, on demande que ces plaintes soient transmises au parquet, parce qu'on ne peut plus supporter qu'il y ait des affaires comme celle de Julie Douib, qui avait déposé plainte à 7 reprises ainsi que sa famille, et pour lesquelles aucune plainte n'a été transmise au parquet. Plainte transmise au parquet, mais là on pose la question de la justice. Et puis ensuite, je voudrais parler du bracelet électronique. Là, on est quand même frappé, parce que la justice, on en est encore à 80% de classement sans suite. 2019, le chiffre est de 2019. Qu'est-ce qui se passe, au fond, d'abord au niveau du parquet, puis ensuite au niveau des tribunaux? Il faut les former aussi, les magistrats, ils ne le sont pas assez? C'est ce qu'on demande depuis bien longtemps, la formation des magistrats. Il y a plusieurs choses. C'est que déjà une première plainte qui est mal prise, c'est déjà à peu près un ticket pour le classement sans suite. Donc le premier maillon, c'est celui de la prise de plainte. Bien sûr. Ensuite, la question des classements sans suite. Faute de preuves, c'est ça en général. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on arrive à ces chiffres si importants de classement sans suite? C'est comme ça a été, je pense, expliqué. Il y a une question de recueil de la parole de la victime et d'arrêter avec ce qu'on voit encore beaucoup, malheureusement, dans des commissariats. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. C'est-à-dire qu'on va questionner la victime. Donc, à partir du moment où la plainte est bâclée, où la plainte est mal prise, c'est vraiment où en amont. La femme victime de violence qui arrive dans un commissariat n'a pas pu être entendue comme elle le veut. On sait que dans les mécanismes en particulier d'emprise et de contrôle coercitif, elles ont tendance à diminuer, à minimiser les violences qu'elles ont subies. Donc si on ne comprend pas ce biais que les femmes ont elles-mêmes de s'accuser d'être les responsables de ça, une mauvaise plainte veut dire une mauvaise prise en charge. Ensuite, des manques, toujours là un manque de moyens aussi au niveau de la justice, qui fait qu'arrivé au parquet, on a énormément de classements sans suite, que ce soit sur les violences conjugales ou que ce soit sur les viols. On était à 76% sur les viols. Sur les viols pédocriminels, n'en parlons pas. Et donc, il y a la formation des magistrats. Et puis, par exemple, nous, c'est quelque chose sur lequel on essaye de pousser depuis un petit moment, c'est un certain nombre de biais sexistes parmi des professionnels de la justice, il faut être clair. C'est vrai, parce qu'on avait le juge Durand, là, il n'y a pas longtemps, de la commission Assess. Pas le juge Durand. Vraiment, qui donnait le sentiment que voilà, les choses changeaient. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un d'exceptionnel, absolument, mais c'est vrai que je n'avais pas beaucoup entendu cet argument au sein même de l'institution judiciaire, en particulier, par exemple, le cas des experts psychiatriques. Le cas des experts psychiatriques et la façon dont sont nommés les experts psychiatriques dans les tribunaux est un problème. Je ne vais pas citer le nom, mais on a attaqué assez lourdement dans l'affaire Justice pour Joly l'expert psychiatrique. On est maintenant là au XXIe siècle. Julie accuse 20 pompiers de viol. C'est une affaire qui a eu un gros retentissement médiatique. Les mots de l'expert psychiatrique, c'était crise d'hystérie à la Charcot. Donc on est revenu au 19e siècle, et on a encore des experts psychiatriques qui ne comprennent rien aux mécanismes. C'est une affaire qui est en cours, on est d'accord. Elle n'est pas encore complètement. Oui, mais en fait, Julie a sorti des extraits de cette expertise psychiatrique dans les médias pour montrer la façon dont elle avait été traitée par l'institution judiciaire. Et ce même monsieur qui est expert psychiatrique fait valoir le syndrome d'aliénation parentale. Donc, par exemple, moi, je vous donne une idée pour les plus prochaines réformes à avoir. C'est regarder comment sont nommés ces experts psychiatriques et interdire les théories qui sont non reconnues par le DSM, en particulier le syndrome d'aliénation parentale, dont Édouard Durand. Et l'hystérie n'existait pas. Mais c'est comme ça qu'on a fait faire. Et là, c'est la double peine pour la victime, là aussi, puisque en fait, des traumatismes, scarification, tentative de suicide d'une victime, va la faire
mettre dans le camp des hystériques, c'était son mot, hystérique, alors qu'en fait c'est presque une preuve, ces syndromes post-traumatiques, du fait qu'elle a été victime de violences sexuelles. Donc très en clair. Fait, les conséquences psychotraumatiques de ces viols se sont retournées contre elle, et on l'a fait passer pour une menteuse, pour une folle, pour une hystérique. Et syndrome de l'aliénation parentale, ça c'est intéressant parce que on commence vraiment beaucoup à en parler. Voilà. Et on en parlait d'ailleurs sur la question des... qui est le principal promoteur du syndrome d'aliénation parentale, qui est un syndrome inventé. Et donc, absolument nous, on demande de révoquer. Alors, on avance, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Il y a déjà des perspectives de retour à la loi peut-être, ou en tout cas de mieux appliquer et de se saisir des outils en place. Le bracelet électronique, vous citiez l'exemple de l'Espagne. Il l'a mis en place. Il y a des tribunaux spécialisés, mais il y a aussi le recours à ce bracelet. On l'a mis en place aussi en France, et pourtant... il peine à être vraiment pris en main par les juges. Pourquoi? Élément de réponse avec Rabika. Depuis sa mise en place en 2019, seuls 328 bracelets sont actifs, alors que 230 000 femmes sont victimes de violences. 1000 bracelets étaient pourtant disponibles en mai dernier. Le mari de Chahinez, brûlé vive en pleine rue de Mérignac, n'en portait pas, alors qu'il avait été condamné pour violence conjugale. Le garde des Sceaux s'en était indigné. Je dis que ces bracelets anti-rapprochement n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Et je le rappellerai à nos magistrats dans les heures qui viennent. Le port du bracelet anti-rapprochement est obligatoire dans le cas d'une procédure pénale. Elle vise les conjoints ou ex-conjoints violents, mais le juge aux affaires familiales peut aussi délivrer à titre préventif une ordonnance de protection s'il estime qu'une femme est en danger. Dans ce cas, le port du bracelet est soumis à l'accord du conjoint violent, une aberration pour les associations. Certains refusent évidemment ce bracelet ou sont dans des dispositions pas du tout positives, ce qui évidemment pour nous, on ne devrait pas demander l'avis d'un agresseur dont on sait qu'il peut passer à l'acte dans des situations de violence très graves. Françoise Brié dénonce aussi d'autres failles du système. Il faut absolument que le périmètre de géolocalisation soit très large, quelles qu'en soient les conséquences finalement sur l'auteur des violences, et qu'on ajuste aussi les questions sur le plan technique pour éviter des alarmes intempestives et non justifiées. En Espagne, le dispositif en place depuis 2008 a fait ses preuves. Depuis l'instauration du bracelet anti-rapprochement, aucune femme n'a été tuée par son compagnon. Voilà, évidemment, c'est un progrès, ce bracelet anti-rapprochement. On a tous été extrêmement choqués par l'affaire Chahinez de Mérignac. Ouais. Pas eu de bracelet. Les juges ont pris du temps avant de déployer ces bracelets. Donc, on aimerait comprendre pourquoi. Puisque, il y a quand même un garde des Sceaux. Est-ce qu'il arrive à se faire entendre là-dessus? Ça avance ou c'est trop lent, Marlène Schiappa? D'abord... En ce qui concerne Chahinez, je veux d'abord évidemment avoir une pensée à sa mémoire et pour ses enfants, surtout, et pour plus généralement toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales et les familles de féminicides qui vivent aussi dans des problématiques en fait après le féminicide. Je ne rentre pas dans les détails. Pour vous répondre sur la question des bracelets, oui, là aussi c'est une avancée du Grenelle des violences conjugales. Il n'y avait pas de bracelet anti-rapprochement. Personne n'en doute. Mais pourquoi les juges mettent autant de temps? Finalement, on en est à 679, il y a 1000 bracelets. Je vais vous répondre, mais je pense que c'est important de rappeler qu'il y a là aussi un avant et un après. Avant, ils n'existaient pas, aujourd'hui, ils existent. Et donc, il y a des bracelets anti-rapprochement qui sont financés, mais nous rencontrons le même problème que pour les téléphones grave danger. C'est-à-dire que vous avez plus de téléphones et plus de bracelets financés qu'il y en a qui sont attribués. Alors, il y a plein de raisons à cela. C'est un dispositif récent. Il y a des magistrats qui méconnaissent les dispositifs récents ou des avocats ou même des personnes qui ne peuvent pas s'en saisir. On est là autour de la table des personnes qui avons connaissance des dispositifs, qui ont un regard précis, critique, chiffré, etc. Moi, j'ai reçu par exemple... C'est une simple question de méconnaissance. Une question au fond moi, je vais vous donner plusieurs... De ne pas passer à cette sanction. Je suis en train de vous répondre. C'est plurifactoriel. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons de la justice, mais d'abord, il y a une raison, oui, de méconnaissance. Et je vais vous dire les choses très simplement. Moi, j'ai reçu Valérie Bacot, dont chacun se souvient du parcours. Elle a été battue par son mari, prostituée de force. Depuis l'adolescence, elle a vécu des choses terribles. Et quand je l'ai reçue, je lui ai posé la question, non évidemment pas par jugement, mais pour savoir. Je lui ai dit, vous savez, il y a tellement d'associations qui existent en France, tellement de dispositifs. Qu'est-ce qui fait qu'à aucun moment dans votre parcours, vous vous êtes dit, je vais aller appeler une association ou je vais aller me saisir d'un dispositif, demander une ordonnance de protection, etc. Mais elle m'a dit, mais Madame la Ministre, je ne savais pas que ça existait.
existait tout ça. Je ne savais pas. Donc voilà, je veux dire qu'au-delà du monde médiatique et politique, au-delà du monde militant, il y a aussi beaucoup de femmes qui ne connaissent pas les dispositifs. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, ça tarde à arriver pour toutes les raisons qui ont été évoquées sur le monde de la justice. Et parfois, il y a aussi des craintes du fait qu'il n'y ait pas de moyens. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des magistrats qui nous ont dit on sait qu'il y en a, mais on veut garder les téléphones grave danger pour un cas qui serait encore plus grave et pas l'attribuer là parce qu'on a peur qu'après il n'y en ait plus pour le cas d'après. Et c'est ça qui a amené Jean Castex, le Premier ministre, à financer encore plus de téléphones grave danger pour que plus jamais on se dise je ne l'attribue pas parce que j'ai peur qu'après il n'y en ait plus. Raphaël Rémy Leleu, convaincu ou pas? Non, vous présentez le déploiement de vos actions tel que vous y croyez et je suis certaine que vous y croyez. Mais il y a deux facteurs qui n'ont pas été évoqués, c'est celui des moyens. Aujourd'hui, en Espagne, il y a 16 € qui est mis par habitant, par habitante pour la mission de protection des femmes. En France, c'est 5. Vous aviez, pour pas dire menti, enfumé l'ensemble du débat public aimable. Et des associations. Je suis pas là pour être aimable, je suis là pour faire avancer une cause. Sauf que c'est pas le cas. En fait, vous avez un débat un peu digne jusqu'à présent. Je pense que dire enfumer ou mentir est absolument digne. Vous aviez été retoqué notamment par le Sénat qui prouvait que quand vous annonciez... Oui, les opposants s'opposent au gouvernement jusqu'à présent. Quand vous annonciez 1 milliard d'euros. C'est pas moi qui l'ai annoncé, Madame Rémy Leleu. C'est la direction du Trésor. Vous pouvez et en fait, vous intégriez notamment dans ce chiffre d'1 milliard qui est réclamé. C'est pas mon chiffre. Quand vous annonciez, c'est vous qui l'annonciez. Non, ce n'est pas mon chiffre. J'ai présenté un document de la direction contre les violences sexistes et sexuelles. Ça incluait l'ensemble des politiques d'égalité. Ce chiffre d'1 milliard, c'est intéressant parce qu'il est au cœur de la campagne. Je dois répondre parce qu'il y a des choses fausses qui sont dites. Je n'ai jamais annoncé 1 milliard pour les violences sexistes et sexuelles. Vous avez régulièrement... Non, c'est 1 milliard en DPT. C'est le DPT. Un DPT, c'est un document de politique transversale qui calcule, comme c'est fait en Espagne d'ailleurs, c'est comme ça que le calcul est fait aussi en Espagne, qui calcule tout l'argent qui est mis pour l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire y compris pour l'égalité professionnelle, pour les subventions pour les réseaux professionnels de femmes, sur le foot féminin, etc. J'ai compris, mais simplement, c'est ça qui s'appelle un DPT. Régulièrement l'occasion de présenter votre politique et je vous dis, je crois en votre sincérité. Moi, je vous donne la critique pour travailler sur ces sujets depuis plusieurs années. Je pense que vous avez très régulièrement essayé de créer le trouble sur les moyens effectifs qui étaient mis en France. Mais attendez, la question des moyens, je finis. Puisque aujourd'hui, on en est aujourd'hui à 5 € par habitant ou par habitante en France contre 16 € en Espagne. Et c'est ça aussi l'un des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et faire baisser le nombre de féminicides. Et puis on a parlé de la hiérarchie, on a parlé de la formation des agents et des agentes, le fait de dire quelle île devait croire les victimes, et il y a cette notion de rôle modèle. Et là-dessus, moi j'ai encore une fois une question à vous poser, Madame la Ministre. En 2018, vous preniez la défense de Nicolas Hulot sans aucun respect pour la parole de la victime. Là, ce soir, il y a d'autres victimes qui vont parler. Est-ce que vous prononcez encore pour défendre Nicolas Hulot face à des femmes qui essayent de parler et de témoigner des actes dont elles disent avoir été victimes? Alors, je veux bien répondre sur les plusieurs interpellations. D'abord sur la question du budget, qui est une question qui me tient à cœur, même si je ne suis plus en charge de l'égalité femmes-hommes. En Espagne, je vous invite à vérifier les documents de l'Espagne, parce que nous avons fait un certain nombre de déplacements et travaux diplomatiques avec le gouvernement espagnol. Ce 1 milliard, ce chiffre qui est brandi, d'où vient-il? Il vient d'un engagement de partis politiques, parti de gauche, qui avait formé une coalition de gouvernement et qui avait annoncé une intention. En disant notre intention, c'est de mettre 1 milliard d'euros, là aussi pour l'égalité femmes-hommes. Et en Espagne, comme en France, on intègre dans ce calcul le foot féminin, les salaires des enseignants. C'est très clair, on a compris la transversalité. Le 1 milliard, il est devenu symbolique. Il y a de la politique aussi. Sur ce plateau, on est en campagne présidentielle. C'est la promesse de Yannick Jadot aussi, il faut le dire. Ça a été chiffré par le Haut Conseil à l'égalité pour faire en fait la transition entre les moyens mis proportionnellement entre l'Espagne et la France, il faudrait 1 milliard. D'accord, moi, je veux juste défendre l'action de ma collègue Elisabeth Moreno, qui est aujourd'hui chargée de l'égalité femmes-hommes. Moi, j'avais obtenu des premières augmentations de budget. Elle en a obtenu d'autres très conséquentes. Et elle-même s'est exprimée récemment pour dire qu'aujourd'hui, la France dépassait les ordres de grandeur de l'Espagne. Je laisse chacun faire les calculs s'il le souhaite, mais vous pouvez dire que c'est pas le cas. Elle dit que c'est le cas. Je laisserai chacun. Nicolas Hulot, j'aimerais bien vous entendre. Ce soir, vous le savez, sur France 2, Envoyé spécial, est diffusé un document des accusations de viol et d'agression sexuelle, le vise.
il a déjà parlé, il a décidé de quitter la vie publique. D'abord, est-ce que c'est une sage décision, selon vous, de quitter tous ces mandats publics? Moi, j'ai aucun commentaire à faire sur les décisions de quitter la vie publique. À un moment, il y a des femmes qui s'expriment. Je m'interroge sur le fait que la justice, à mon humble avis, devrait s'en saisir. Il y a une séparation des pouvoirs, comme vous le savez, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, mais on n'a pas les éléments à ce stade. J'imagine que ce soir, des éléments vont être partagés, et ce publiquement. À partir du moment où on prend connaissance de crimes, parce que le viol est un crime, je le rappelle, eh bien, j'espère que la justice se saisira de ces éléments pour pouvoir rendre un avis. Si les faits sont prescrits? Alors la prescription, je vais être très claire là-dessus, la prescription, ce n'est pas à vous ou moi de dire s'il y a prescription. La prescription, seul un juge peut l'établir. Et je veux dire que nous avons amélioré les lois sur la prescription pendant ce quinquennat, là aussi. Oui. Par exemple, en ce qui concerne, je dis pour les gens qui nous regardent et qui seraient concernés, c'est important, en ce qui concerne les crimes sexuels commis sur mineurs, désormais nous l'avons allongé de 10 ans supplémentaires et vous avez donc jusqu'à 30 ans après la majorité pour déposer plainte si vous avez été victime d'un viol lorsque vous étiez mineur. C'est fondamental de le rappeler. Et deuxième chose, c'est très important, l'affaire Flavie Flament. Souvenez-vous, l'affaire plus exactement Hamilton, Flavie Flament fait état du fait qu'elle a été victime de viol et d'agression sexuelle. Elle partage publiquement le fait que cela a été prescrit. Mais son témoignage amène d'autres témoignages de femmes pour qui ce n'est pas prescrit. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir qu'il peut y avoir aussi une prescription qui ne court plus à cette date. Et donc on a là, beaucoup je ne sais parlé pas ce qu'il en est, je n'ai pas les éléments. Non, mais simplement, avec vos déclarations de 2018 où vous disiez qu'il était irresponsable pour Pascal Mitterrand en l'occurrence de s'exprimer publiquement contre Nicolas Hulot. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Au contraire, le sens de mon propos, c'était au contraire de dire qu'il était irresponsable pour un journal de faire état du prénom et du nom de famille d'une femme qui a dit « je ne veux plus parler du viol que j'ai vécu ». Il y a des femmes qui vivent des violences sexistes et sexuelles qui veulent en parler publiquement et c'est très bien, il faut qu'elles puissent le faire sereinement. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas en parler. Et j'ai dit effectivement c'est irresponsable, jamais de Pascal Mitterrand je ne me serais pas permis. Je parlais du journal L'Hebdo qui a décidé de sortir publiquement le nom de cette femme qui avait dit on se souvient. Ne plus jamais parler de ce viol que je dis. Est-ce que vous reconnaissez maintenant que sans cette affaire et sans cette enquête publique en 2018, il n'y aurait probablement pas eu d'autres victimes prenant la parole? D'abord, je n'ai pas encore connaissance de ce qui va être dit ce soir. Nous allons le voir à ce stade, je ne le sais pas. Première chose. Deuxième chose, je ne suis ni magistrate, ni avocate, ni procureure. Je voudrais juste rappeler que je souhaite que la justice... Non, j'ai défendu la parole des femmes, que les femmes souhaitent parler des violences qu'elles ont vécues ou que les femmes souhaitent ne pas en parler. C'est le sens de ma prise de parole à l'époque. Je vous invite à relire mes textes. Vous aurez le mot de la fin. Je voulais juste mentionner pour nos téléspectateurs qu'Elisabeth Moreno a fait un tweet parce qu'elle a considéré que l'explication de Nicolas Hulot hier sur BFM TV était intolérable, ironisée sur la question du consentement. C'est un tweet qu'elle a fait et ce sont des propos intolérables. Nicolas Hulot qui, sur cette affaire Pascal Mitterrand, faisait de l'humour et elle a fait de l'humour et a dit il s'est passé quelque chose donc en 97. Plainte de Pascal Mitterrand en 2008 après, quelque chose, mais dans un consentement et une harmonie d'une histoire sans lendemain. Voilà ce qu'il a dit. Vous aurez le mot de la fin. Voilà, vous pensez qu'on en est qu'au début, si j'ose dire? Je pense qu'on en est. Il y a un MeToo politique aussi qui est en œuvre. Et je vais peut-être conclure justement par MeToo politique. Il y avait un rassemblement aujourd'hui à Paris, pas très loin de Beauvau, pour dire qu'en fait, on ne pourra pas avancer sur la question des violences sexistes et sexuelles tant qu'on ne demandera pas l'exemplarité en particulier des élus. C'était aussi une promesse d'Emmanuel Macron. Et là, on voit bien que parmi les premières informations qui sont sorties, clairement, on a soutenu inconditionnellement Nicolas Hulot en 2018. Et ma question est, ensuite, on a nommé également un ministre de l'Intérieur qui était sous le coup d'une enquête avec pour le coup, deux la justice est accusations. On ne va pas rouvrir cette question parce que le débat s'achève. Il y a eu 3 décisions de justice qui ont amené au fait le jour de sa nomination, il y avait effectivement une enquête. Oui, mais c'est dit. Mais là, le temps qui nous est imparti, c'est arrivé à son terme. L'exemplarité des élus et plutôt politique, par une conclusion, ça veut dire quelque chose. Tout le monde reconclut finalement. Cet auteur dire solennellement qu'elle appelle les femmes victimes de viol par lui ou un autre, en parlant de Nicolas Hulot, à contacter la presse. Je trouve cela abject. Vous disiez cela en 2018. Et donc, en fait, on peut sortir tout propos de tout contexte. S'il vous plaît. D'accord. On va s'arrêter là. C'est dommage parce qu'il y a énormément de sujets qui ont été abordés. Les femmes qui défendent les autres. Merci beaucoup, mesdames. On s'arrête là. Merci, Raphaël Rémy-Leleu. Merci beaucoup, Céline Picq. Vous restez avec moi, Marlène Schiappa, encore quelques instants, parce que parmi vos dossiers, il y a, sous l'autorité de Gérald Darmanin, la question des migrants. Je voudrais qu'on évoque